C'est fin 1956, après l'arrestation des leaders algériens, que je découvre cette photo. Je crois encore à des bavures, mais je ne comprends pas que nos élites ne sanctionnent pas les officiers responsables de ces atrocités. Naïf, je n'imagine pas que les autorités couvrent les militaires afin de garder l'Empire français. Les politiques en France portent une responsabilité première, majeure, pour ne pas dire absolue. Expliquez-moi un petit peu ça. Oui, je crois que les décisions qui se prennent quand on engage l'armée qui est faite, qui est le bras un peu séculier de la nation, quand on engage l'armée à travers des décisions politiques, c'est que cette politique a un sens, a une valeur, a des objectifs. Je pense que lorsque la guerre d'Algérie, puisqu'on peut l'appeler ainsi maintenant depuis 2 ans, lorsque la guerre d'Algérie a été engagée par les gouvernements de la France et maintenue pendant des années par les gouvernements de la France, cette guerre d'Algérie était déjà inadmissible. On savait très bien que depuis des décennies, la France passait son temps à mentir en Algérie et à mentir aux Algériens. L'Algérien n'était pas un citoyen français et était un sous-produit d'humanité. Ce n'est pas l'honneur de la France. La guerre d'Algérie a un peu plus de 2 ans, quand je découvre cette photo à la rédaction du mensuel Réalité, où je suis un jeune reporter photographe de 18 ans. Les tortionnaires sont des appelés, des soldats à peine plus âgés que moi. La photo ne sera pas publiée. Autour de moi, je parle de cette photo. On ne me croit pas. En France, c'est l'insouciance et la découverte du monde de la consommation. Rien dans les rues ne laisse imaginer que la France est en guerre en Algérie. D'ailleurs, on ne dit pas la guerre, mais les événements d'Algérie. Que se passe-t-il pour que des jeunes gens comme moi soient livrés seuls à des problèmes de conscience? Quelle est cette démocratie qui permet les pires violations des droits de l'homme en Algérie? En ce début de la 3e année de guerre, l'armée n'a pu venir à bout des Algériens du FLN, qui luttent pour leur indépendance. Le gouvernement socialiste de Guy Mollet, élu sur une promesse de paix, a cédé aux ultras de l'Algérie française et a envoyé 400 000 hommes faire la pacification. Les soins à la population, les efforts de scolarisation vont de pair avec une répression atroce. Arrestations massives, torture, exécutions sommaires. Les militaires ne veulent pas revivre l'humiliation de la perte de l'Indochine. Pour eux, la rébellion algérienne est suscitée par le communisme international. Ils se doivent de gagner cette guerre à tout prix, jusqu'à saboter des chances de paix.
Pour mettre fin à des contacts secrets entre le gouvernement et le FLN, l'armée n'a pas hésité le 22 octobre 1956 à détourner l'avion des leaders algériens et mettre le président du Conseil, Guy Mollet, devant le fait accompli. Guy Mollet, manifestement, il a été estomaqué, il a blêmi, il a compris dans quelle situation on le mettait. Il n'était donc pas dans le coup. Guy Mollet est victime de l'ambiguïté de sa politique. En 1956, il a fait voter les pouvoirs spéciaux qui ont permis aux militaires de ne pas s'encombrer des garanties juridiques de liberté individuelle. Mais il a aussi entrepris des négociations secrètes avec le FLN. Cette guerre a duré 6 ans de plus par entêtement du côté de la France, de l'armée notamment. Et aussi de la faiblesse du gouvernement français, n'est-ce pas? Janvier 1957. La guerre vient de gagner la ville d'Alger. Des bombes du FLN explosent dans des lieux publics en réponse aux exécutions capitales des militants algériens. Pour éradiquer le terrorisme urbain, le général Massu reçoit tous les pouvoirs de police de Robert Lacoste, le ministre-résident. Cette décision marque l'abandon du pouvoir civil aux militaires et aura de graves conséquences pour toute la guerre. Commence alors ce qu'on nommera la bataille d'Alger. Le général Massu donne l'ordre à ses parachutistes de se substituer aux policiers. Le quadrillage des quartiers, le renseignement et la torture deviennent les armes des paras. La torture s'officialise. Seul, parmi les officiers supérieurs, le général Jacques Paris de Bollardière s'oppose publiquement aux directives de Massu. Simone de Bollardière, votre mari, le général de Bollardière, a refusé d'accepter qu'on puisse torturer. Il l'a fait savoir. Et dans un premier temps, il a été condamné à 60 jours d'arrêt de forteresse. Ça s'est passé dans une grande solitude. On a appris ça, j'étais chez mon père. Mon père était d'accord avec ce qui se passait quand on lui a expliqué. Donc Jacques était en forteresse. Pour le voir, je ne suis allée le voir que 2 fois avec des permissions. Maintenant, de soutien de l'armée, non, certainement pas. Aucun. J'essaie de réfléchir pourquoi tous ces gens qui se prétendent justement des grands catholiques, des bons catholiques, qui vont à la messe tous les dimanches, qui ne feraient pas de mal à une mouche, qui sont gentils avec leurs petits-enfants, pourquoi ils n'ont pas suivi mon mari? Et je me dis, c'est la carrière. S'il y a un mot qui ici n'a jamais été prononcé, c'est moi qui le dis, c'est le mot carrière. Mon mari ne s'est jamais occupé de sa carrière. Pour lui, c'était inexistant. Il vivait. Voilà. Il y a 30 ans, j'avais consacré un film au général Jacques Paris de Bollardière qui plaçait la morale au-dessus des ordres. Ce film, vu à l'étranger, ne sera jamais vu en France, alors que ce compagnon de la Libération incarnait la France de la Déclaration des droits de l'homme. Alors j'ai donc eu un entretien avec Massu, très difficile, car sa position était inébranlable. Et dans la passion de cet entretien, je crois que j'ai terminé cette conversation en lui disant que je méprisais le type d'action qu'il préconisait. Et j'ai ensuite vu tous les échelons de la hiérarchie, puis M. Lacoste, qui m'a confirmé qu'on attendait de moi que je ne fasse pas de complications et que je laisse travailler les parachutistes de Massu. À ce moment-là, j'ai donc demandé à être relevé de mon commandement. Pratiquement, je n'étais qu'un exécutant. Cet excellent Bollardière m'a pris un parti comme si j'étais le promoteur de cette politique, mais c'est absolument inexact, n'est-ce pas? Je n'étais qu'un exécutant, je n'ai fait qu'exécuter les ordres de mes chefs. C'est en réalité le terrorisme, surtout le terrorisme urbain, qui nous a amenés à, si vous voulez, à sortir de la légalité, et à sortir même à employer des procédés que je n'approuve pas du tout, mais que j'ai considérés à ce moment-là, exceptionnellement, comme, dans certains cas, nécessaires. Ça, je le reconnais parfaitement, c'est pour ça que dans mon livre, je ne m'en suis pas caché. Bollardière m'a dit que c'était inadmissible. Hein, qu'est-ce que vous voulez? De temps en temps, il faut se salir les mains. Nous les sommes salis sans doute, mais nous avons quand même, je crois, évité beaucoup plus de sang encore.
La Villa Cézini est un des centres d'interrogatoire, d'humiliation. Avant la bataille d'Alger, des officiers prenaient l'initiative eux-mêmes de torturer. Désormais, c'est le ministre résident Robert Lacoste qui l'autorise. C'est lui qui ordonne au général de Bollardière de ne pas s'opposer aux pratiques des paras. Nous sommes là avec Bollardière, encore une fois un homme respectable, dans le domaine de la foi. Et vous ne m'y ferez pas pénétrer. Ce n'est pas mon domaine, c'est un domaine que je respecte. Mais ce n'est pas mon domaine lorsque j'agis comme chargé d'exécuter une politique nationale. Une jeune avocate qui défend des militants algériens ne peut croire qu'un ministre socialiste couvre les militaires. Vous avez pensé qu'il serait bon de rencontrer M. Robert Lacoste? Mais oui, parce que j'avais des illusions. Et donc, je demande à le voir, il me reçoit tout de suite. Je lui explique, écoutez, je viens vous voir, c'était abominable. Et je lui dis comme si nous étions déjà complices. C'est abominable ce que fait l'armée au nom de la France. Vous vous rendez compte, regardez-les. Et avant que j'ai eu fini, il était assez gros, il faisait très chaud, il était tout rouge, vraiment, la chemise qui collait de transpiration sur lui. Il me dit, quoi cela? Mais ça, c'est une vermine, ce sont des brigands. Qu'est-ce que c'est? C'est une poignée, c'est à cause de vous que ça existe, tout ça. Vous, les intellectuels à Paris, vous, le Nouvel Observateur, Claude Bourdet, Martinet, c'est vous qui fichez le bordel ici. Autrement, cela, tout de suite, on les éliminerait. Puis il se lève et il me fait avec son pied, moi, je les écraserai tous comme des serpents. Et je veux dire, j'ai été tellement saisie que je me suis dit, c'est pas possible. Je me disais, mais comment? Mais c'était un cauchemar qu'on soit là, quelqu'un qui venait de la gauche, qui était de gauche. J'ai remballé mes dossiers et je suis partie. Vouloir écraser les Algériens comme des serpents n'a pas été efficace sur le strict plan militaire. Pour le commandant Siazdine, le général de Bollardière, qui avait su établir un dialogue avec les villageois, rendait difficile le ralliement de la population au FLN. Nous avons considéré déjà à l'époque qu'il était beaucoup plus dangereux que Bijard, Massu, les Argoux, les Godard et consorts. Parce que les autres contribuaient à renforcer nos rangs par la répression. Par la répression, ils contribuaient à renforcer les rangs de l'ALN et du FLN. Tandis que Paris de Bollardière, avec son intelligence, avec son humanisme ou avec les valeurs qu'il cultivait de l'armée française et tout ça, qui ne faisait pas la torture, il nous faisait du mal. Il était dangereux pour nous. Il était très, très dangereux pour nous. Il ne faut pas oublier que c'était un général le plus décoré à l'époque. Pour moi, du plan moral, c'était absolument inacceptable, car ça nous emmenait exactement à ce que les nazis avaient fait et avaient prétendu faire dans tous les pays qu'ils ont occupés pendant la guerre européenne. Et ensuite, je pensais d'ailleurs très clairement que ça ne nous mènera à rien, bien entendu, car sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans. Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place. Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN. Comme de Bollardière, Paul Tedjen, le secrétaire général de la préfecture de police, démissionne pendant la bataille d'Alger. Il a constaté la disparition de plus de 3000 prisonniers. Cet ancien résistant, torturé et déporté, déclare « Nous sommes bel et bien engagés dans une systématisation de la torture. Nous avons commis des crimes de guerre. » La bataille d'Alger et les méthodes employées inquiètent de plus en plus la communauté internationale.
le FLN intensifie son action politique et diplomatique en direction de Nehru, Tito et Nasser, leaders du groupe des pays non alignés. Ainsi, avec leur soutien, l'ONU inscrit à l'ordre du jour le problème algérien pour la 3e année consécutive. Ceci met dans l'embarras la délégation française. Nous n'avons jamais accepté, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais la compétence des Nations Unies à l'égard d'un problème que, fort du droit international, nous considérons comme d'ordre essentiellement interne. Une affaire interne? Si peu de gens se sentent concernés. Je vais de meeting en meeting, écouter ce qui se dit sur cette guerre qui se prolonge depuis plus de 2 ans. Mes proches me disent, tu ne seras pas envoyé en Algérie, ton père est mort à la guerre. Pour moi, le problème n'est pas là. On ne peut pratiquer des méthodes nazies sur les Algériens. Mais qui est responsable de la répression? Pour Germaine Quillon, chargé de mission auprès du gouvernement général à Alger, la responsabilité première de la répression ne fait pas de doute. Il y a eu à Paris un ordre qui a été formulé de la façon suivante. Vous devez obtenir tel résultat et vous êtes couvert. Voilà comment les ordres sont donnés. Mais par qui alors? Ils sont donnés par le gouvernement. Mais il y a des hommes, donc, à ces gouvernements. Bon, ces hommes, ce sont, il faut bien le dire, malheureusement, il faut remonter au président du Conseil, Guy Mollet. C'est lui. Mais c'est en même temps lui qui a permis à la Commission internationale de visiter toutes les prisons. Ça veut dire qu'il est pris lui-même en face d'une situation qu'il ne maîtrise pas. Au plus fort de la bataille d'Alger, Guy Mollet s'adresse aux Français pour couper court aux allégations de torture. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans les 2 jours, 3 jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. Bah, c'est un mensonge pur et simple. Appelez ça un mensonge. C'est rien d'autre qu'un mensonge. Il a menti, point. Donc, il savait, et non seulement il savait, bien sûr, mais il souhaitait... Non seulement il le savait, mais il avait un plein placard d'informations qu'il a montré à David Rousset. Et David Rousset me l'a dit à moi. Il m'a dit, quand je suis venu le trouver pour lui demander l'autorisation pour la Commission internationale de visiter les camps et les prisons, il l'a donné en disant, mais vous savez, vous ne m'apprenez rien, regardez. Tout ça, ce sont des informations que j'ai reçues et des réclamations sur ce qui se passe actuellement. Donc il le savait, mais il a craqué, c'est tout. Il s'est trouvé en face d'un problème qui le dépassait, point. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'a pas été à la hauteur du problème qu'il avait à résoudre. Mais il a engagé la République, oui, la France. Oui, monsieur, parfaitement. Il a engagé la République, la France, et il ne tenait pas les rênes du pouvoir. Elle lui échappait des mains. La preuve. Et donc on est rentré dans cette, oui, dans cette guerre, on s'est enfoncé. Exactement. Par pure faiblesse. Les socialistes se sont trouvés plusieurs fois mis devant le fait accompli et obligés de la baliser sous prétexte que ce serait le moindre mal. Vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement difficile dans la vie politique, c'est de savoir quel est le moment où on doit dire un non catégorique, et j'ai envie de dire entêté. La vie politique, normalement, dans une démocratie, elle est faite de concessions, de compromis, pas de compromission, mais de compromis. Il faut faire vivre les gens ensemble, n'est-ce pas?
Mais il y a des cas où on doit dire non, cela n'est pas possible. Et c'est très difficile de choisir le moment où on doit opposer une espèce de refus obstiné. Dire non, là, il y a une limite qu'on ne franchira pas. En mars 1957, au 3e mois de la bataille d'Alger, le député François Reissoult, démocrate chrétien, interpelle Guy Mollet sur la répression. « Je vous en supplie, qu'on ne puisse pas nous suspecter d'user de procédés odieux contre lesquels nous n'avons cessé de combattre durant la résistance. » Guy Mollet répond par un nouveau mensonge. 200 000 rappelés aux soldats du contingent sont rentrés. Ils n'ont pas manqué d'être sollicités de fournir à nos accusateurs des témoignages que l'on aurait voulu accablants. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait, si ce n'est parce qu'ils se sont toujours refusés à mentir? Il est vrai que la majorité des soldats ne parlent pas de leur guerre. Ces matelots vont être démobilisés. Qu'ont-ils vécu? Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils su? Ils éludent mes questions. Pourtant, certains rappelés comme ces prêtres veulent témoigner, briser le mur de silence. Ils sont restés 8 jours au soleil. Pour faire un exemple. Mais les autorités n'hésitent pas à faire pression sur eux par écrit, pour éviter que l'opinion ne connaisse la réalité. J'ai une correspondance là de l'aumônerie militaire, 10e région militaire d'Alger, adressée à messieurs les prêtres rappelés rentrant en métropole. Donc on rentrait en métropole, c'était en novembre 1956. Et à la fin de cette lettre, il est dit ceci: la confrontation des forces en présence était suffisamment connue des hommes avertis dès le début de la crise algérienne pour que l'on ait vivement regretté dans l'armée que tant d'incompétents se soient mêlés de parler, de juger et de trancher à tort et à travers. Alors, c'est sur la fin. Les prises de position les plus équilibrées sont celles des gens qui savent se taire quand ils n'ont pu étudier une question avec toute la compétence de base. C'est donc l'aumônerie militaire qui vous dit fermez votre gueule. C'est ça. Hein? Ah oui, c'est écrit. Messieurs les prêtres appelés rentrant en métropole, taisez-vous. Taisez-vous, vous n'avez pas suffisamment ni de recul ou de vision globale des événements pour pouvoir dire quelque chose. Dès leur retour, en dépit des recommandations de l'aumônerie militaire, ils rédigent un document à l'attention de leur hiérarchie. Des témoignages précis et vérifiables. Tizi Ouzou. On torturait des prisonniers tout près de l'infirmerie, pour la plus grande joie des malades d'ailleurs. 5 octobre 56, un des soldats sort un couteau, coupe l'oreille, l'attend un camarade, qui la met dans son portefeuille. Octobre 56, un lieutenant rencontré, prêtre lui aussi, a fait tuer en représailles tous les hommes d'un village. Vous faites un rapport extrêmement rigoureux, vous l'adressez à la hiérarchie et vous n'avez pas de réponse. Non, pas de réponse. Parce que vous demandez même conseil, vous demandez même qu'il y ait une réflexion sur tout, sur morale et guerre. Évidemment, évidemment. Ces faits-là appelaient des commentaires de la part de l'autorité épiscopale, certainement. Et puis des orientations pour ceux qui seraient dans l'avenir affrontés au même problème. Mais ni le supérieur du séminaire, ni malheureusement l'état-major des professeurs, ni l'évêque, à plus forte raison, n'ont pris en main ce problème-là. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Pendant la bataille d'Alger, les exécutions capitales se multiplient. Pour briser le terrible engrenage de la guerre, les Algériens prennent une nouvelle fois l'initiative de parler avec Paris. Germaine Tillon, choisie en tant qu'ancienne résistante déportée à Ravensbrück, leur semble l'intermédiaire idéal. Je me trouve seule à l'hôtel, et c'est à ce moment-là que je reçois une jeune fille qui vient me trouver en tremblant vraiment.
Et elle me dit, ils veulent vous voir. Et j'ai dit, mais qui c'est ça, ils? Germaine Tillon n'hésite pas. Elle se rend dans la Casbah. C'est le chef de la zone autonome d'Alger, Yassef Saadi, responsable des poseurs de bombes, qui a pris l'initiative d'un rendez-vous informel. Il sait que Germaine Tillon représente la conscience de la France, qu'elle connaît et aime les deux communautés. Sur le canapé, il y avait assis Annie Lapointe, avec sa mitrailleuse sur les genoux, et en face de moi, sur un fauteuil ou une chaise, Yassef Saadi, aussi avec sa mitraillette en travers des genoux. Avec émotion, Yassef me dit, vous voyez que nous ne sommes ni des brigands ni des assassins. Et alors, à ce moment-là, moi j'ai un choc, et avec beaucoup de tristesse, et beaucoup de gravité, et beaucoup d'émotions internes, je leur dis très gravement, vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, il a un choc lui aussi. Et c'est à quoi j'ai répondu, exactement, nous sommes des assassins. Bien malgré nous, nous sommes des assassins. Quand on pose une bombe et qu'il y ait des amputés, on est automatiquement qualifié d'assassins. Et nous le sommes. C'est les conditions vouloir notre indépendance nous oblige à utiliser tout ce qu'on pouvait utiliser pour dire aux Français, il y en a marre, laissez-nous en paix, donnez-nous nous voulons notre indépendance, on lutte pour notre indépendance. Et il me raconte l'attentat de la Casbah. Attentat de la Casbah qu'il avait lui-même ordonné et qu'il a été ensuite regardez. Vous croyez que ça me fait plaisir? J'ai pleuré dans le casino de la Corniche. Je vous donne ma parole d'honneur que les larmes, j'avais les larmes aux yeux en disant, Yassef, regarde-toi, bon Dieu, regarde ce que tu es en train de faire. Des jeunes filles, est-ce que j'aurais accepté que ma fille ait une jambe coupée? Jamais. Et je l'ai fait pour l'autre. Alors j'ai pleuré, je me suis dit, je ne recommencerai plus, je ne ferai plus de bombes. Au fond, moi-même, je me haïssais. Et il y avait, dans l'attentat en question, il y avait un jeune homme qui était un de ses camarades, pied noir, qui avait été tué, et la fiancée de ce jeune homme qui avait eu une jambe arrachée. Alors il l'a vu, et il me dit, j'ai pleuré. J'ai dit, bon, arrêtez ça. J'ai dit... si on arrête, on cesse de torturer les Algériens et on les condamne pas. Moi, je vous donne tout de suite mes bombes. Toutes mes bombes, je vais vous les donner. Elle m'a dit que Dieu vous me donnez. Qu'est-ce que je vais en foutre avec vos bombes? Je ne les ai pas besoin. J'ai dit non, les bombes, on va les utiliser, mais pas contre les civils. Je lui ai dit, mais s'il y a encore des exécutions capitales, il me dit, dans ce cas-là, je ne peux rien promettre. Alors moi, je le quitte en me disant, en réalité, si nous arrêtons les exécutions capitales et qu'eux arrêtent les attentats, on va pouvoir négocier. Et au fond, c'est tout ce qu'il y a à faire. Négocier. Alger est calme. Il n'y a plus d'attentats. De fait, c'est une trêve. Germaine Tillon est devenu un intermédiaire officieux du gouvernement français. De même, Yassef Saadi rend compte à Tunis auprès des dirigeants algériens, mais l'armée a appris ses contacts. L'arrestation de Yassef Saadi et de son adjointe est présentée comme une victoire sur le terrorisme. En fait, les militaires ont voulu casser encore une fois toute possibilité d'accord avec le FLN, comme ils l'ont fait en détournant l'avion des leaders algériens des mois plus tôt. L'armée veut signifier au gouvernement qu'elle n'acceptera qu'une solution militaire. Mon arrestation a complètement bousillé le contact entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire algérien.
Mon arrestation a tout foutu en l'air. Il n'y avait plus SF, il n'y avait plus rien. L'arrestation, c'était la continuation de la guerre. Et c'est enfin le défilé triomphal de nos paras et des harkas sous une véritable marée d'applaudissements. À leur retour en Afrique du Nord, tous pourront dire à leurs camarades que jamais depuis les heures glorieuses de la Libération, la population parisienne venue en foule au magnifique défilé des Champs-Élysées n'avait accueilli et acclamé avec une telle chaleur les représentants de son armée d'Algérie. Les accents lyriques de la propagande magnifient les paras. Là-bas, loin de la foule qui applaudit, la répression s'accentue encore. J'ai été sollicité comme chef de peloton d'exécution, je me suis enfui. Je me suis enfui, je me vois encore lorsque j'ai été invité à aller chercher mon armement et mon équipement pour organiser le peloton d'exécution. Je me suis enfui, on campait sous des tentes et j'ai été retrouvé par les gendarmes dans Colombéchard. Et comme j'en ai déjà témoigné, ma prison était le Djebel. Mais j'ai eu ce réflexe humain incontrôlé chez moi en me disant c'est pas possible, je vais être chef de peloton d'exécution. C'est aussi une gradation dans la prise de conscience à partir de l'horreur de ce qu'on nous a fait. Et là je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai été dégradé une nouvelle fois. Vous avez été dégradé parce que vous avez refusé d'exécuter un prisonnier qui avait été torturé. Oui, au prétexte qu'il était chef Félaga et que je devais accepter son exécution. Je l'ai aussi été pour avoir connu viol collectif, etc. et dénoncé. Mais par 2 fois, j'ai retrouvé les galons au combat et obtenu la médaille militaire et envoyé défiler à Paris devant le président de la République, René Coty, en juillet, le 14 juillet 1957. Dénoncer la répression en 1957, c'est salir l'armée. Pourtant, après la guerre, le colonel Argout, officier de l'action psychologique, n'hésitera pourtant pas à revendiquer ces pratiques pour garder l'Algérie française. Ces élections capitales, je les faisais publiques, précisément pour obtenir le maximum de rentabilité de la mort d'un homme, contrairement à beaucoup de mes camarades qui, si vous voulez, pour obtenir la même efficacité, un homme exécuté publiquement chez les Arabes a autant d'efficacité que 10 hommes exécutés dans la clandestinité ou derrière les murs d'une prison. Et je pratiquais la même chose, c'est-à-dire que non content de les exécuter publiquement, eh bien, je laissais leurs cadavres exposés sur la place publique. J'apprends que face à la violence d'État, des intellectuels essaient d'alerter l'opinion. Parmi eux, Lanza del Vasto, François Mauriac, Robert Barra, Laurent Schwartz, Pierre Vidal-Naquet et bien d'autres. Le mythe de l'armée de pacification est ébranlé début 58 avec la parution de La Question. Ce livre qui touche des consciences est vite interdit. Henri Alleg y évoque les tortures qu'il a subies lorsqu'il fut arrêté comme directeur du journal Alger Républicain. Il raconte comment ces tortionnaires se comparaient à la Gestapo et souhaitaient foutre en l'air la putain de République. L'instabilité gouvernementale va favoriser les vœux de l'armée. Le problème algérien a fait chuter 3 gouvernements en 1 an. Guy Mollet est remplacé par Bourgès Monory, lequel est remplacé par Félix Gaillard, qui tombe à son tour. La vacance du pouvoir dure 1 mois. En mai 58, Pierre Flimelin est pressenti comme nouveau président du Conseil. À Alger, on ne veut pas de Pierre Flimelin, suspecté de vouloir brader l'Algérie. Une foule composite de partisans de l'Algérie française et de groupes favorables à un retour du général de Gaulle s'empare du gouvernement général. Le 13 mai se forme un comité de salut public présidé par le général Massu. Leur plan prévoit des parachutages sur Paris pour prendre le pouvoir. 2 jours plus tard, le général de Gaulle, qui s'était retiré du pouvoir en 1946, déclare « Je me tiens prêt
à assumer les pouvoirs de la République. Dans ma ville, un prêtre est enlevé, goudronné, recouvert de plumes avec une inscription « Avertissement aux amis du FLN ». Le général de Gaulle, nommé président du Conseil, sera en Algérie et serre la main du général Massu. Je crois à une complicité de factieux et à une république en danger mortel. De Gaulle ne vient-il pas conforter les partisans de l'Algérie française et le rôle de l'armée? De son discours, je ne retiens qu'une formule adressée aux partisans de l'Algérie française. Je vous ai compris. Mais je ne remarque pas une phrase riche d'espoir pour les Algériens. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Vive la République! Vive la France! En fait, le général de Gaulle a eu connaissance d'un rapport du Conseil d'État. Pour les auteurs, la finalité de la politique française ne doit être ni de maintenir à tout prix la souveraineté de la France, ni de reconnaître à n'importe quel prix l'indépendance algérienne. Il s'agit de sauvegarder ce qui est indispensable pour la France, comme en témoignent un des futurs intermédiaires de Gaulle avec les leaders algériens. Je pense que quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il avait pris conscience qu'il n'y aurait pas de solution de type Algérie française en Algérie. Il pouvait le regretter, ça, c'est possible. Mais il pensait que c'était pas possible. Donc il fallait trouver les voies et moyens de trouver un modus vivendi avec les Algériens pour cesser ce conflit. C'était ça. Mais évidemment, il se heurtait... Pardon. Il se heurtait à ce moment-là à des noyaux d'hommes qu'il avait appelés, qui avaient participé à sa prise de pouvoir, qui n'étaient pas du tout de cet avis. La guerre d'Algérie vient de faire tomber la 4e République. Charles de Gaulle, premier président de la 5e République, élabore une constitution à sa mesure. Les pouvoirs du président de la République sont renforcés et le rôle du Parlement considérablement réduit. En cas d'événement grave, l'article 16 permet au président de la République de disposer des pleins pouvoirs. La 4e République a été faible, la 5e se doit d'être forte face au gouvernement provisoire de la République algérienne qui s'est constitué en septembre 1958. Le GPRA, présidé par Ferhat Abbas, longtemps considéré comme un modéré ami de la France, est très vite reconnu de facto par plusieurs pays. Mais pour la France, les combattants algériens restent des rebelles. Arrêtés, ils n'ont pas le statut de prisonniers de guerre et sont traduits devant la justice militaire, composée aussi d'appelés non-magistrats. Ça m'est arrivé une fois de plaider devant un tribunal militaire en plein maquis. On avait instauré une espèce de justice itinérante, les tribunaux militaires au sein même du maquis algérien, pour porter en quelque sorte l'exemple. Et ce jour-là, on a attendu un moment parce qu'il manquait 2 juges. Et les 2 juges, on les a recrutés, on les a pris. Ils venaient de terminer dans la nuit le maintien de l'ordre dans un djebel, le même djebel. On leur avait dit en quelque sorte inutile de vous changer ou à peine. J'allais dire idéalement inutile même de poser votre mitraillette. Ça sera un autre genre de mitraillette. Mais vous allez siéger.
Donc ils prêtaient serment le matin, ils avaient été pris parmi les forces de l'ordre et ils jugeaient. Je vais être appelé. Comment puis-je me satisfaire du slogan creux de la gauche, paix en Algérie? Comment obéir à mon Église qui demande de ne pas se soustraire aux devoirs militaires? Je cherche ma voie. C'est le non-violent Lanzadel Vasto, ami de Mauriac, qui m'apprend qu'il est possible de refuser de porter les armes en acceptant d'être infirmier parachutiste. J'apprends aussi qu'une soixantaine de jeunes, surtout des communistes, refusent de combattre en Algérie. Un refus qui se paye par la prison et même par le bagne dans le désert saharien. Arrivé à Tinfouchi, bon, on est matraqué, on vous fait faire la plotte, et puis on est au milieu de 80 ou 100 disciplinaires, parmi lesquels j'ai retrouvé 5 camarades qui étaient à la section spéciale pour les mêmes raisons, pour avoir refusé de continuer à combattre en Algérie. Je les voyais inquiets, tout simplement parce que 15 jours avant, il y avait deux détenus effectivement, qui s'étaient échappés et qui ont été rattrapés et assassinés effectivement par le capitaine. On savait quand on se levait le matin, on n'était pas sûr effectivement de se coucher le soir. L'armée me convoque pour les 3 jours de présélection militaire à la fin de l'année 58. C'est un moment difficile. Marqué par la photo de torture, mais effrayé du sort des militants comme Clavel, l'heure est arrivée de prendre position. À l'officier orienteur surpris, j'indique que je refuse de porter les armes. Ce n'est pas l'uniforme que je refuse, c'est cette guerre où l'on torture, où l'on assassine des civils, où l'on viole des consciences. Vu mon métier de reporter photographe, il me propose le service photocinéma de l'armée. Je refuse. Je serai donc infirmier dans les parachutistes. À la fin de l'été 59, à l'insu de Michel Debré, Premier ministre favorable à l'Algérie française, Gaston Gostin est chargé par De Gaulle de rencontrer les dirigeants algériens emprisonnés. Il pensait, n'est-ce pas, que avant de prononcer une déclaration solennelle sur l'autodétermination, il voulait avoir l'avis des gens que la France détenait, c'est-à-dire qui étaient les chefs de la rébellion, comme il disait, algérienne, qui étaient les gens de l'avion qui avaient été arraisonnés par Lacoste et qu'on avait mis en prison à la santé pendant plusieurs années, je crois, je me rappelle plus, 56, 57, 58, oui, et que De Gaulle voulait qu'on le mette ailleurs, qu'on installe, disait-il, dans un château. J'avais donc été les voir là-bas pour leur dire que De Gaulle allait prononcer probablement un discours proposant l'autodétermination à l'Algérie, et on voulait avoir leurs sentiments. Alors, ils étaient tous d'accord, sauf peut-être Aït Ahmed qui avait commencé à discuter un peu, qui voulait entamer la discussion avec moi sur le fond, mais moi j'étais pas qualifié pour la mener. Mais Ben Bella, Kider, tous ces gens étaient enthousiastes, et alors on est revenu à Paris, et j'ai dit c'est d'accord. Et De Gaulle a prononcé après, je ne me rappelle plus combien de temps après, mais 15 jours après, a prononcé son discours. Mais ce que je voulais dire, n'est-ce pas, c'est qu'entre-temps, il y avait une question de sécurité tout à fait importante, c'est qu'il ne fallait pas que le camp adverse, c'est-à-dire les partisans de l'Algérie française, apprennent qu'il y avait ces conversations avec des gens qui étaient pour eux des rebelles. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Le sort des Algériens appartient aux Algériens. Moins d'un mois après la déclaration de De Gaulle sur l'autodétermination, un tout autre discours est tenu par le Premier ministre Michel Debré
favorable à l'Algérie française. Nous savons quel drame ce serait si jamais l'Algérie se séparait de la France. Nous savons que le maintien de la plus étroite union est une nécessité pour les citoyens de la métropole, comme elle est une nécessité pour les citoyens chrétiens, musulmans ou juifs d'Algérie. Sur le terrain, la répression continue, malgré les consignes du général de Gaulle. Monseigneur Felletin, responsable de l'aumônerie militaire, rend visite à l'armée en Algérie. En acceptant l'hommage du général Massu, il apporte la caution de l'Église à la répression. Je suis indigné, mais non étonné. Lors de la bataille d'Alger, Monseigneur Felletin a refusé de s'associer à d'autres évêques pour condamner la torture. Jamais, en 7 ans de guerre, le mensuel interne de l'aumônerie n'abordera cette question. Je pense que l'aumônerie militaire en Algérie a manqué d'une qualité qui est fondamentale chez le militaire, elle a manqué de courage. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait, en regardant André? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je ne veux pas interpréter je dirais le fonctionnement d'une institution ou autre, mais je pense que l'aumônerie militaire, en ne prenant pas la parole, a essayé de s'auto-protéger. Je suis incorporé parachutiste à Pau, début 1959. Lors de mon stage de saut, un capitaine me dit « Par la torture, on obtient des renseignements pour sauver des vies humaines. » Mais pire, l'aumônier que j'interroge me répond « Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. » Et il ajoute « Tu ne dois pas faire de politique à l'armée. Tu dois obéir. » Je découvre que je suis seul face à ce monde clos, où les paras ne cessent de répéter qu'en 1958, ils auraient dû sauter sur Paris pour prendre le Parlement. Et ils ironisent sur les instructions de De Gaulle contre la torture. Après l'arrivée du général de Gaulle, oui. Est-ce que par rapport à la répression, ça se modifie? Oui. Et le général de Gaulle a fait une commission d'enquête pour arrêter les dégâts. Et il les a un peu arrêtés. Je dis un peu, parce que c'est pas total. C'est pas total tout de suite, en tout cas. Mais il a en tout cas donné des ordres pour que ça change. Mais ça n'a pas changé tout de suite. Parce que vous savez, on n'arrête pas. On n'arrête pas des phénomènes comme ceux-là aussi facilement. Ne croyez pas que ça soit facile à faire. Pour vous, anciens résistants, de savoir que certains officiers tolèrent ou ordonnent la torture, quel choc ça a été pour vous? Parce que vous l'avez vécu vous-même en Algérie. Vous étiez en Algérie à un moment. Oui, j'ai été en Algérie. Enfin, j'ai été peu de temps comme militaire en Algérie, mais j'ai été surtout ministre des armées au moment où la guerre d'Algérie finissait de 1960 à 1962. Pour moi, dans un premier temps, ça a été incompréhensible. La torture est incompréhensible. Pour moi, que des officiers français pratiquent la torture, pour moi, c'était incompréhensible. Et dans un premier temps, j'ai d'ailleurs été sceptique. Mais j'ai bien été obligé de constater que mon scepticisme n'était pas fondé et qu'un certain nombre d'officiers, un certain nombre d'officines aussi, pratiquaient des méthodes absolument intolérables. L'étonnement en 1960 du ministre des Armées peut surprendre. À sa décharge, les dénonciations apparaissaient aux yeux de beaucoup comme de la propagande communiste. Jusqu'à la fin de la guerre, l'atrocité va se perpétuer, comme en témoigne un commando de chasse démobilisé en l'automne 60. Le souvenir, je le cite, d'un sous-lieutenant qui avait égorgé un prisonnier, qui est revenu en échéance au couteau et qui a dit, lui, il a de la chance, je vais tourner la tête vers la Mecque. Voilà, c'était le type d'humour qu'on pratiquait. Alors vous imaginez un môme de 20 ans,
Soit il craque, soit il devient dur comme la pierre. La vie d'un homme ne comptait pas là-bas. Hein. Ça n'existait pas. Un arabe égorgé, c'était un accident de parcours. Même pas un accident, ça faisait partie du... Moi, j'ai vu, je l'ai dit et redit, j'ai vu, je crois, pas loin d'une centaine d'égorgements en un an de commando. Donc c'était une pratique plus que courante. Souvent, les égorgements commis par l'armée française étaient camouflés. Enfin, camouflés. On mettait une pancarte autour du cou, traître au FLN, pour faire endosser le crime par le FLN. Après avoir obtenu mon brevet de saut para, je suis muté dans le service de santé pour un stage d'infirmier. Nous subissons toujours l'endoctrinement de l'action psychologique de l'armée qui persiste à voir dans le combat des Algériens la main de Moscou. On continue à nous projeter les films Algérie française. La France est ici. Algérie calme et heureuse. Ici, avec sa vocation millénaire, deux communautés fraternellement unies. La France est ici pour toujours. Ici, avec son armée. Avec son armée qui souffre et lutte chaque jour. L'action psychologique se veut l'arme essentielle de la guerre antisubversive. Sa suppression par le ministère des Armées en 1960 est un signe fort. Pour ces inspirateurs qui ont fait la guerre d'Indochine, De Gaulle est devenu un traître à l'Algérie française. Une faction importante de l'armée pense à la nécessité de prendre le pouvoir. Et certains activistes mettent en place l'embryon d'une organisation terroriste. Pour les Algériens, les atrocités continuent. Pour moi, le jour décisif vient en août 1960, lorsque je reçois une lettre d'un ami déjà infirmier en Algérie. Je dois donner des soins aux torturés. Le faire permet une autre séance. Ne pas le faire, c'est peut-être laisser mourir un Algérien. Réfléchis, André. Réfléchis. Je décide de déserter. Alors que je suis réfugié en Suisse, le mouvement contre la guerre s'amplifie. 121 personnalités françaises signent un manifeste sur le droit à l'insoumission. Ils estiment justifier le refus de prendre les armes contre le peuple algérien, dont la cause est la cause de tous les hommes libres. De plus, ils mettent en garde contre l'esprit factieux de l'armée. Ces craintes se concrétisent en avril 61, quand 4 généraux s'emparent du pouvoir à Alger. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Chasles, Jouot et Zeller. Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. En Algérie, il y a un problème qui va se poser au gouvernement. C'est celui du respect par les militaires de la politique du gouvernement, de la politique du général de Gaulle. Ce qui n'était pas évident, l'expérience l'a prouvé, en particulier avec l'affaire des généraux. L'affaire des généraux qui est une tentative de putsch en Algérie, mot que le général de Gaulle n'a jamais employé, il préférait dire que c'était une tentative de pronunciamento, ce qui faisait moins sérieux, si je peux dire. Le putsch a un caractère militaire allemand, germanique, alors que le pronunciamento a un petit caractère folklorique sud-américain. Les putschistes veulent empêcher les négociations annoncées
entre la France et les représentants algériens. Parallèlement, l'OAS, organisation terroriste, vient d'assassiner le maire d'Évian, ville des négociations. Je comprends que la guerre devient franco-française et j'envisage de revenir en France, combattre les factieux. Mais les appelés, partout s'opposent aux putschistes. Lorsque De Gaulle lance l'appel à la résistance, ils entrent massivement en rébellion. Le putsch échoue. La voie de la paix est ouverte. Il n'y avait que deux issues à la colonisation. D'une part, l'assimilation complète, c'est ce qui a été fait avec les départements d'outre-mer, et je dois le dire, avec un certain succès, ou bien l'indépendance. Ce qui a été le cas en particulier pour l'Algérie, mais avant l'Algérie, il y avait eu l'Indochine, et avant l'Algérie, il y avait aussi l'indépendance des territoires d'outre-mer au sud du Sahara, qui avaient acquis l'indépendance en 1960. Et pour moi, c'était véritable, pour moi qui étais colonial, qui avait été gouverneur, c'était vraiment la seule issue possible à la guerre d'Algérie. Une guerre d'indépendance se gagne sur le plan diplomatique, quel que soit le sort des armes. En mars 1962, les anciens rebelles, devenus enfin interlocuteurs, négocient avec le gouvernement français à Évian. Le général de Gaulle tient à préserver les richesses pétrolières du Sahara et les sites nucléaires. Parallèlement, Ben Bella, encore prisonnier, insiste auprès de ses collègues sur l'importance du Sahara algérien pour l'avenir du pays. Les Algériens font quelques concessions sur ce point, en acceptant un statut limité dans le temps. L'Algérie est indépendante et retrouve sa souveraineté perdue en 1830 lors du débarquement français. J'ai quitté l'Algérie pour embarquement à Philippeville. Nous étions 800. Avant d'embarquer sur le paquebot El Djezaïr, un capitaine de nous dire quand vous rentrerez en France, ne dites pas que vous avez fait la guerre, mais la pacification. Ça, c'était le dernier choc insupportable. À ce moment-là, une rumeur parmi les rangs des libérés. Et le capitaine d'hurler que ceux qui ne sont pas d'accord fassent un pas. 800 pas se sont faits. Le capitaine n'était pas breveté para, il s'est tu, nous sommes tous montés dans le paquebot. Ça, c'était le dernier instant en Algérie pour nous. C'est pas pour autant que tout ce qu'on avait vécu restait là. À l'heure où les Algériens retrouvent leur dignité, la minorité européenne connaît un tragique exode. Les harkis, supplétifs algériens, eux, sont abandonnés à la vengeance populaire. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué, au cours des premières années de guerre, pour parvenir à une décolonisation acceptable par les deux communautés. Les gouvernements successifs, par manque de courage et de lucidité, n'ont pas seulement ignoré la force du mouvement de décolonisation, mais ont sacrifié une génération. La France ne reconnaîtra qu'en 1999 qu'il s'agissait bien d'une guerre. Les politiques, l'armée, et si la responsabilité était plus large. Après ma désertion, j'avais écrit à 60 amis et connaissances pour leur expliquer les raisons de mon acte. Un seul m'a parlé plus tard de cette lettre. Les autres n'ont jamais évoqué cette période. Pour eux, la guerre d'Algérie a-t-elle existé ? Il y a 40 ans bientôt, le cessez-le-feu conclu la veille lors de la signature des accords d'Évian entrait en vigueur et mettait fin, je cite, aux opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire algérien. En 2002, le Parlement français décide de commémorer chaque année la fin de la guerre d'Algérie. Mais les députés n'ont ouvert aucun débat sur la responsabilité du gouvernement d'alors quant aux horreurs de cette guerre. Les appelés, les victimes, les nouvelles générations devront se contenter d'une simple date d'histoire, 1954, 1962, guerre d'Algérie. Une étape importante.